Rendez-vous dédié, consacré à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Vous le savez, le 12 avril, le collège électoral gabonais est donc appelé à élire le prochain président de la République gabonaise, celui qui va donc présider aux destinées du Gabon pour les 7 prochaines années. Cette campagne électorale lancée le 29 mars dernier, les 8 candidats sont donc sur le terrain au contact des populations afin de pouvoir mettre en relief les principales articulations de leur projet de société. Dans le cadre de cette émission présidentielle 2025, la parole aux candidats, j'ai le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi. Bonsoir, monsieur le Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions mettre sous les feux des projecteurs les principales articulations de votre projet de société, le Gabon prospère et conquérant. C'est comme ça que vous avez choisi de désigner donc votre projet de société. Pourquoi l'avoir appelé ainsi, le Gabon prospère et conquérant? D'abord, merci. Merci de nous donner la possibilité de présenter de manière succincte, parce que vous comprenez, un projet de société, c'est quand même plusieurs pages et plusieurs items, et donc il serait rébarbatif de pouvoir, en tout cas, contraindre un public qui a autre chose à faire ou qui a beaucoup de choses à faire, de rester là, concentré, et ça prendrait en tout cas plus qu'1h30. Mon projet tire son essence du fait que nous sortons de 56 ans d'une gestion absolument indescriptible de notre pays, et donc cette occasion que nous donne la fin de la transition et donc l'élection présidentielle est une occasion à saisir pour retrousser les manches. Il faut retrousser les manches, il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, à l'époque, en 2009, on nous a proposé l'émergence et je suis tombé les pieds joints dans ce concept qui pour moi était absolument excitant. Et j'ai eu du mal à le faire comprendre aux autres. Je pense que l'émergence était une forme de rupture avec le passé. Et donc on sortait comme une fusée de l'eau. Il fallait tout remettre en ordre. J'ai fait l'objet de convocations à la police, à la gendarmerie de recherche, un peu partout pour dire mais pourquoi vous faites ça? Vous faites ça au nom de qui? Mais je faisais ça au nom du Gabon. Monsieur, le Gabon était déjà à cette époque-là malade. Et en tant qu'inspecteur général de la santé, j'ai cru que le pays m'avait donné l'occasion d'essayer de faire le ménage dans un secteur mafieux, miné par des intérêts. Mais on m'a arrêté net. Stéphane Et Germain, donc aujourd'hui, permettez-moi, c'est l'occasion de rebondir et de dire oui, hier j'étais un petit inspecteur général, aujourd'hui je vais être celui-là qui va conduire, présider aux destinées du pays, et donc je peux foncer et je vais foncer. Aujourd'hui, vous estimez, vous pensez que vous avez rendez-vous avec l'histoire et c'est en toute responsabilité que vous avez décidé à être candidat à cette élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain. Votre projet de société, le Gabon prospère et conquérant, se décline en 30 engagements qui reposent essentiellement sur 15 pôles ou 15 piliers. Nous allons en 1h30 essayer d'aller dans le détail de ces 15 pôles de votre projet de société, mais permettez-moi évidemment, puisque c'est l'exercice, de mettre quelques mots sur votre parcours scolaire, supérieur et professionnel afin que les Gabonais vous connaissent davantage. Vous êtes donc le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, vous êtes né le 15 août 1961 au sud du Gabon, dans le département de l'Ogolou,
à Mimongo, dans la province de Langounier. Vous avez fait vos études primaires à Mimongo jusqu'en classe de 3e pour ce qui est des études secondaires. Vous avez poursuivi vos études secondaires à Libreville, à Mouila et à Port-Gentil. Études supérieures à la faculté de médecine et des sciences de la faculté de Libreville. Ensuite, vous vous êtes allé hors du Gabon, au Maroc, à la faculté de médecine et des pharmacies de Casablanca. Vous vous êtes spécialisé en chirurgie générale en 2001 à la faculté de médecine de Libreville. Parallèlement, vous avez effectué des stages dans les hôpitaux au centre médical de Njolé, à Coco Beach, à Mounana, à Bouanda, mais également à l'hôpital Amissa Bongo de Franceville. Vous avez été par la suite nommé inspecteur général de la santé, en organisant d'ailleurs une opération coup de poing à Libreville qui avait été particulièrement suivie. En 2010, vous avez poursuivi votre formation en management des projets à HEC Paris. Sur le plan politique, alors vous faites de la politique depuis l'école primaire, donc depuis Mimongo. Vous militez déjà au Parti démocratique gabonais, mais vous vous intéressez à la politique évidemment. En 2017, après une longue trajectoire au sein de votre engagement sur le plan politique, vous êtes promu conseiller du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba, porte-parole du PDG. Et je rappelle aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, que le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi est un sportif. Il a été international gabonais de football, donc il a joué dans l'équipe nationale de football du Gabon et participé également au championnat de football de première division du Gabon au sein de certains clubs prestigieux comme l'Union sportive Milan-Zambi, l'US Raponda, l'AS Sogara de Port-Gentil et le stade Mbombe de Langounier, c'est bien ça? Exact. Merci beaucoup. Alors, votre projet de société, le Gabon prospère et conquérant, je l'ai dit, c'est 30 engagements, c'est 15 piliers. Le premier pilier de votre projet est consacré à la gouvernance et aux réformes institutionnelles. Pourquoi est-ce que vous avez estimé que dans cet agencement-là, il fallait mettre le pilier gouvernance et réforme des institutions en numéro 1? Mais je pense que tous les Gabonais savent que le principal mal du Gabon réside dans son style de gouvernance. Nous avons assisté ce dernier temps à un véritable cafouillage. D'abord, on ne savait pas qui décidait de quoi, on ne savait pas qui faisait quoi. Et donc, on a assisté à un nombre très très élevé de ministres dans un pays qui ne compte que 2 millions d'habitants, alors que nous n'avons que 9 provinces. Nous avons 143 députés, alors que nous n'avons que 48 départements. Nous avons combien de sénateurs? Je pense qu'on peut faire des économies sans vouloir supprimer, par exemple, le Sénat. On peut faire des économies en mettant un sénateur par département, ça fait 48 sénateurs. Et bien sûr, peut-être ajouter un sénateur par commune, par province, chef-lieu de province. Vous voyez, à 9 provinces, vous ajoutez 48 départements, 48 sénateurs plus 9, vous avez bien 57, vous n'avez pas ce... mais le problème, justement, pour parler du Parlement, par exemple, nous avons des députés, nous avons des sénateurs qui doivent apprécier, qui doivent évaluer, qui doivent donner leur avis sur des questions qui ont été mûrement conduites par le gouvernement, dont un ministre a souvent 9 conseillers, des directeurs généraux, des secrétaires généraux. Qu'est-ce qu'une seule personne peut faire? Je crois que là aussi, il faut gonfler, il faut renforcer les cabinets des députés et des sénateurs, ne pas réduire ces cabinets aux cousins du quartier ou à l'électeur, au militant le plus chaud du quartier. Il faut faire les choses correctement. Donc la question, ce n'est pas de réduire, de dissoudre ou de supprimer. La question, c'est de renforcer, n'est-ce pas, les capacités
managériale de ces structures. Donc, vous souhaitez renforcer les capacités opérationnelles des cabinets des parlementaires, notamment ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais vous préconisez la réduction du nombre de députés et du nombre de sénateurs. Il y a un débat à ce niveau-là. D'ailleurs, Dr Stéphane Germain et Iloko Boussengi, pour ce qui est, par exemple, du modèle, le code électoral pour ce qui est de l'élection des députés par rapport au nombre, vous jugez, vous, ce nombre pléthorique? Faut-il faire le choix des députés en fonction de la superficie des différentes circonscriptions? Quand vous parlez de réduire le nombre de députés, d'autres opposent le fait que toutes les circonscriptions n'ont pas forcément la même taille au Gabon. Oui, mais c'est une question de volonté politique. Le député représente, il peut représenter un territoire, et comme il peut représenter une communauté. Vous avez, je pense que le plus simple, c'est de dire que dans chaque département, on peut, comme ça, décider qu'il y ait 2 députés. Vous allez prendre le cas de Mimongo, ce département ne se porte pas si mal. Il y a un député du premier siège et un député du deuxième siège, ça fait 2 députés. Je pense qu'on ferait la même chose à Mbigou, où on a mis 4 députés. On ferait la même chose à Lebamba, où on n'a mis qu'un seul député. Comprenez? Il faut avoir les mêmes critères. Il faut être juste partout. Si le critère, c'est représenter la démographie, il faut bien sûr, et ça va poser un problème, parce qu'il y a des régions qui ne sont pas, dont l'occupation n'est pas la même. Vous allez prendre le Goï-Vindo, où il y a plus d'espace inoccupé. Donc ça, c'est une question. Mais finalement, le découpage électoral, il doit reposer sur quoi? Sur la superficie ou sur la démographie? C'est très sensible, c'est un sujet très sensible. C'est pourquoi je vous dis fixer le nombre de députés. Ça, c'est arithmétique. 2 députés à Mimongo, un pour le premier siège, un pour le deuxième siège. Et on voit nettement que dans le premier siège, il y a plus de Massango que de Michogo, et dans le deuxième siège, il y a plus de Michogo que de Massango. Donc il faut tenir compte d'un certain critère d'équilibre socio absolument, on ne fait pas linguistique. Absolument, absolument. Vous savez, il y a quand même 2 choses qu'il faut prendre en compte. Il y a effectivement le fait de la démocratie et la démographie, mais il y a aussi le fait des minorités. Mouila, par exemple, vous voyez, Saint-Martin, à Pindji, on dit qu'ils ont 300 électeurs pour un député, mais c'est la communauté, ce sont les Apindji. Si vous ne prenez pas en compte cette réalité, les Apindji ne seront pas présents à l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'on peut réfléchir. On peut réfléchir pour voir dans quelle mesure prendre la démographie et puis prendre le territoire, mais surtout prendre en compte les minorités. Il faut que tout le monde soit présent à l'Assemblée nationale. Et on peut le faire en nous limitant à, mettons, 2 députés par département, en mettant un petit ratio pour les minorités, et nous les connaissons. Donc je pense que c'est faisable. Mais est-ce que là on est encore en démocratie? C'est vrai qu'il y a cet aspect que vous soulevez en rapport avec l'autochtonie, en rapport avec le droit du sol peut-être, mais c'est la démocratie, c'est parfois la loi du nombre qui s'impose. Comment faire justement pour réussir cet équilibre-là? Tout à fait. Non, vous savez, mais je vous le dis, ça n'engage que moi. Et je prends le risque, en tant que candidat à l'élection présidentielle, je prends le risque. Je prends le risque de dire que cette démocratie n'est pas adaptée à notre pays. Mais bon, c'est la loi du plus grand nombre. La démocratie, là, elle n'est pas bonne pour notre pays. Chez nous, à Mimongo, on ne décide pas. On ne vote même pas. Chez nous, on ne vote pas. Chez nous, on se retrouve et puis on trouve le consensus. On pense que, bon, c'est le plus âgé. Il y a un critère qui se dégage. Ou bien c'est le plus âgé, ou c'est le plus expérimenté. Mais on ne vote pas. On ne dit pas, entre vous et moi, on va mettre... Non, d'abord, après, ça laisse des séquelles. Il faut réfléchir sur notre modèle démocratique. C'est vrai que pour nous, aujourd'hui, au Gabon, c'est le plus représentatif qui est élu. Mais ce n'est pas vrai. Qui est le plus représentatif? Aujourd'hui, qui est le plus représentatif? Alors, vous préconisez, votre projet de société préconise donc qu'il y ait une réduction du nombre de députés et des sénateurs. Est-ce que vous avez une idée
le Parlement, les deux chambres du Parlement seraient représentées par combien de députés? Mais je vous l'ai dit. Oui, c'était combien? Si vous prenez nos 48 départements, vous avez 96 députés. Ouais. Si vous ajoutez à ces 96 députés un député par chef-lieu de province, c'est 9 députés. Vous comprenez? Peut-être imaginer que Libreville, vous savez, nous avons mené une réflexion sur l'organisation administrative. Et peut-être qu'on en parlera plus tard. Libreville, en lui seul, du moins le grand Libreville en lui seul, devrait constituer pour nous une province. Au ministère de la Santé, nous avons réfléchi comme ça. Nous avons 10 régions sanitaires. Donc Libreville au Vendo, aujourd'hui Akanda s'est ajouté. Et nous avons la traditionnelle province de l'Estuaire. Nous avons donc les autres provinces. Vous voyez, donc 10 provinces. Mais pour nous, c'est 10 provinces pour cadrer, pour pouvoir s'adosser sur le développement. Il faut amener cette 10 provinces sur 3 régions. Et nous avons dit que la grande province de le grand Libreville avec la province de l'Estuaire pourrait faire, n'est-ce pas, la région du littoral. On prendrait la province du nord, du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo qui ferait la province du sud-est. Et on prendrait la province du Moyen-Ogooué, de l'Angouni, de la Nyanga et pourquoi pas de l'Ogooué-Maritime qui ferait cette province sud-ouest. Et ça permettrait le développement, monsieur. Avant de sortir de ce premier axe de votre projet de société consacré à la gouvernance et aux institutions, dans ce projet, en ce qui concerne ce point-là, vous évoquez également la nécessité pour le candidat Stéphane Germain Iloko-Boussengi de procéder à la révision de la Constitution et du Code électoral. Pourquoi? Non, mais écoutez, monsieur, nous avons tous suivi l'actualité. Cette constitution qui divise déjà l'article 170 qui accorde l'amnistie aux acteurs du coup d'État ne s'explique pas. Cette question, l'article 43 ou l'article 42, qui mettent en les conditions d'éligibilité des candidats à la fonction de président de la République est discriminatoire et clivant. Un président de la République qui reste 7 ans au pouvoir et qui peut revenir cette autre année, on ne voit ça qu'au Gabon. Voyez les pays qui ont connu le meilleur développement de ces 10 dernières années, par exemple le Sénégal, vous verrez que ce n'est pas 7 ans. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, vous verrez que ce n'est pas 7 ans. Vous pouvez même aller dans les pays comme le Ghana. Vous voyez, il faut que la fonction du président de la République soit une fonction qui vous amène à tout mettre dans le tas. Et vous ne pouvez pas tout mettre dans le tas si vous avez 7 ans, si vous avez 14 ans. Regardez l'élection présidentielle. Mais c'est épuisant, monsieur. C'est épuisant. Vous ne pouvez pas faire ça 2 fois. Vous ne pouvez pas faire ça 2 fois. C'est pour ça que je propose que mon mandat, si je suis élu, il ne durera que 7 ans. Et je profiterai de ma position pour revoir cette constitution. Vous êtes pour un septennat? Ah oui, moi, non, je ne suis pas pour un septennat, je suis pour un quinquennat. Ouais, 5 ans. Je suis pour un quinquennat et je suis, moi, personnellement, oui, je suis pour un président de la République avec un Premier ministre. Je ne suis pas pour un président... régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Voilà, je ne suis pas un président avec 2 vice-présidents. Je ne sais pas comment on va le faire. Donc vous estimez que le régime présidentialiste c'est pas un régime présidentialiste. n'est pas adapté au Gabon, c'est bien ça? Ouais, monsieur, vous êtes... Reprenons la famille. La famille, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme tout seul. Et vous pouvez expliquer ça comme vous voulez. Reprenez le mariage. Le mariage, c'est la tribu du mari et la tribu de la femme. Allez-y, assister à un mariage. Vous allez voir que même si le père est prépondérant, la situation du père, la posture du père est prépondérante. Mais lorsqu'il donne en tout cas chez nous les Massango, lorsqu'il donne sa fille en mariage, il demande l'avis de son beau-frère. Donc c'est toujours à 2. Et on dit en Massango, excusez-moi, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas obtenu l'avis de votre homologue, vous ne décidez pas. Donc, et c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique. Et c'est comme ça que ça devait fonctionner au Gabon. Ceux qui ont écrit cette nouvelle constitution, notamment les constitutionnalistes, les spécialistes de questions de sciences politiques, ont estimé qu'il fallait peut-être sortir de cette espèce de belle hypocrisie dans laquelle on a toujours nagé au Gabon depuis plusieurs décennies, puisque
à la pratique, on sait qu'il y a certains premiers ministres, par exemple, qui se sont soit ouvertement ou sous le couvert de l'anonymat, se sont plaints du fait qu'ils n'avaient pas les pleins pouvoirs, que tous les pouvoirs étaient concentrés par le président de la République. Sur le plan politique, on sait que le PDG, par exemple, votre ancien parti, était le parti au pouvoir et que les décisions, même au sein du PDG, ne se prenaient pas au siège à lui, mais plutôt à la présidence de la République. Donc tout était concentré à la présidence de la République, finalement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si vous prenez un Premier ministre, si vous fabriquez un Premier ministre, si vous façonnez un Premier ministre, il est clair que ce Premier ministre ne pourra pas s'opposer, au moins proposer des choses différentes au président de la République. C'est ce que nous vivons au Gabon. On prend un ministre délégué, il sort ministre délégué, il est bombarde Premier ministre. Et il est Premier ministre des ministres, il commande les ministres d'État, les ministres qui étaient hier ses chefs. Ça, il faut être au Gabon pour le voir. Si vous prenez un Premier ministre qui sort de nulle part avec un profil boiteux, mais bien sûr qu'il sera redevable, il ne pourra pas. Monsieur, le Premier ministre sort de la majorité parlementaire et le président de la République a été élu au suffrage universel direct. Ce sont deux compatriotes dont la Constitution attribue à chacun un certain nombre de responsabilités. Oui, la Constitution de 2017, si elle existe, le président de la République conduit la politique de la nation en accord avec le Premier ministre. Je vous assure, lorsque vous êtes marié, vous ne décidez pas seul. Et même pour des choses qui vous concernent vous-même, la femme vous dit ne fais pas ça. La femme vous dit faites comme ça. Et vous êtes la même chose. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je n'allais pas ouvrir ma campagne le samedi. Parce que l'un de mes adversaires avait prévu d'ouvrir sa campagne samedi. Et nous avions à cœur d'organiser cette ouverture dans la région nord de Libreville, mais en tout cas pas à Kanda. Tout le monde, toute mon équipe a estimé qu'il n'était pas bon d'organiser cette manifestation le samedi pendant que l'un des 8 candidats, sinon les autres candidats, organisaient leur meeting. J'ai vu ma fille qui a pratiquement, permettez-moi l'expression, bravé même l'autorité de son père. J'ai vu ma fille, permettez-moi l'expression, qui a bravé même l'autorité de son mari, qui a dit il faut que nous fassions cette manifestation samedi. Ça va marcher, monsieur. Je vous jure que ça a marché. Donc vous voyez, il faut que vous soyez à deux pour prendre une décision. Il faut que vous soyez à deux, sinon ça ne marche pas. Si c'est quelqu'un et sa famille qui nomme le Premier ministre, si c'est quelqu'un et sa famille qui nomme les ministres, non, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république. Il faut des règles, il faut la norme, monsieur, la norme. Alors et c'est cette république que nous proposons aux Gabonais. Pour sortir de ce premier axe de votre projet de société, consacré donc à la gouvernance et à la réforme des institutions, puisque vous avez également évoqué la nécessité de la réécriture du code électoral. Quelles sont les limites, selon vous, candidat à l'élection présidentielle, de ce code électoral? Mais ce code électoral, comme je vous l'ai dit, pour la Constitution, ce code électoral... surtout vos propositions aussi. Il ne suffit pas d'identifier les limites, mais il faut également faire des propositions pour que... Mais les militaires ne doivent pas faire de la politique. Les magistrats ne doivent pas faire la politique. Moi, je me suis rapproché des magistrats. Les magistrats ont dit que c'était une hypocrisie. Ils n'ont jamais demandé à faire de la politique. Ils ont demandé que leurs conditions de vie soient améliorées. Pourquoi on a mis les militaires, au lieu qu'ils restent dans les casernes, pourquoi on les met? Les militaires, ils ont un métier noble. Moi, je suis fils de militaire. Je suis fils de militaire. Est-ce qu'on peut appeler mon père militaire? Oui, il a fait la guerre d'Indochine, monsieur. C'est un homme droit. Son boulot, c'est protéger le pays, c'est défendre les institutions. Mais aujourd'hui, le militaire fait de la politique. À quel moment il va défendre les institutions si elles sont menacées? Aujourd'hui, vous avez le B2 qui est devenu vraiment une police. Mais il faut détruire le B2. Aujourd'hui, la GR, je vous assure, permettez-moi, j'ai rien contre la GR. Mais elle ne peut plus exister dans un État démocratique. Au moins la réformer. Vous savez, dans un pays normal, il y a l'armée, il y a la police,
ici au Gabon, il y a la garde république, il y a la garde pénitentiaire. On a tout chamboulé. La garde pénitentiaire est désormais militaire, avec des galons de général. La police est désormais militaire, avec des galons de général. Mais la police n'a pas le droit de porter des galons de général. Ce sont des, je crois, des inspecteurs de police. Ce sont des commissaires de police. Et ils ont des galons tout à fait très beaux qu'on a supprimés. Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? Donc le code, il faut revenir, le code électoral actuel permet donc une mise à disposition de ces différents personnels de la magistrature, de l'armée également. C'est une hypocrisie. À prendre part. Nous avons vu, nous ne sommes pas loin de à la faire campagne. des activités politiques. Nous ne sommes pas loin de la campagne électorale. Hein. Nous ne sommes pas loin, nous sommes d'ailleurs en pleine campagne électorale. Moi, je demande aux médecins et aux personnels soignants de me voter. Je suis médecin. Je ne suis pas, que je sois indisponible, je suis médecin. Et les policiers, les médecins, cet après-midi, je vais leur offrir un repas. Bon, je pense que vous regardez très bien l'actualité et vous voyez que les mécaniciens demandent aux mécaniciens de les voter. Vous voyez aussi que les coureurs demandent aux sportifs de les voter. Vous voyez que les militaires... Mais on a vu des sportifs et des responsables de fédérations appelés à soutenir un candidat. Mais monsieur, vous savez pourquoi? Parce qu'ils courent tous. On va aller dans le deuxième... Ils ont leur cerveau dans les pieds. Le deuxième axe de votre projet de société, Stéphane Germain et Iloko Bousengue, consacré là à l'éducation, qui est un point important pour vous. Dans votre projet de société, vous prévoyez de construire 2000 salles de classe par an si vous êtes élu. Plus que ça, plus que construire. Plus que construire, c'est d'abord une vision de l'éducation. Vous savez, monsieur, notre pays a péché l'éducation nationale. Il y a eu beaucoup de grèves. On a politisé l'éducation nationale. On n'a pas mis l'éducation nationale au centre des préoccupations. Vous avez un pays sous-éduqué ou mal éduqué. Et nous voyons aujourd'hui, les braqueurs. Ce sont des gens qui n'ont pas pu aller foncer. Nous voyons les criminels rituels. Ce sont des gens, pour gagner leur vie, ils sont obligés de tuer. L'éducation est la base de toute formation possible. L'éducation est la base de toute civilisation possible. Mais on a vu certains acteurs politiques, ceux de l'ancien régime dont vous avez appartenu, demander pardon au peuple gabonais au nom du tableau sombre que vous êtes en train de dresser. Est-ce que vous, qui avez occupé de votre responsabilité au sein du PDG, vous vous dites, il faut qu'on demande pardon, il faut que je suis candidat, mais il faut que je demande pardon au peuple gabonais pour ce tableau sombre? Parce que là, vous reconnaissez que rien n'a été fait. Pourtant, vous avez pendant plusieurs années milité au sein de ce parti dont on dit qu'il est responsable du chaos dans lequel se trouve le Gabon. Moi, je n'ai pas envie de faire plaisir. Je n'ai pas envie de faire plaisir aux électeurs pour me voter. Je veux que les électeurs me votent sur la base de ce qu'ils ont retenu de moi. Et je suis vrai. Je ne demanderai pas pardon au peuple gabonais. Parce que je n'ai rien fait au peuple gabonais. Même pour avoir été porte-parole du parti qui est responsable. Vous savez ce que c'est qu'être un porte-parole? Vous êtes un employé. Non, vous ne saviez pas ce que vous disiez, c'est ça? Je sais pertinemment ce que c'est qu'être porte-parole. Et je sais ce que le porte-parole me demande de faire. Monsieur, lorsque vous êtes à un niveau élevé du pays, de responsabilité, il y a des comportements que vous ne pouvez plus avoir. J'étais porte-parole du parti. Le président Ali Bongo Ondimba avait fait un accident vasculaire cérébral, monsieur, hémorragique. Vous avez vu les séquelles. Je suis médecin. Ma parole peut déstabiliser un pays, monsieur. Et je ne serai jamais. Mais à ce moment-là, vous étiez solidaire de qui? D'Ali Bongo ou du peuple gabonais? Non, de la République. De la République. Je ne suis pas solidaire d'un homme, je suis solidaire de la République. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exposer le pays parce que vous voulez être bien vu. Le président de la République, dont la situation peut entraîner une déstabilisation du pays, monsieur, vous ne devez pas être responsable de la déstabilisation du pays. Mais sauf que vous voyez, au lieu d'avancer progressivement, bon, vous avez votre style, je vous laisse évoluer dans votre style. Docteur Stéphane Iloko, vous dites également, dans ce volet consacré à l'éducation, vous faites un constat d'ailleurs,
le déficit infrastructurel, l'absence chronique d'équipements de matériel pédagogique, la faible performance d'encadrement des élèves et l'insuffisance des allocations budgétaires. Quelle politique allez-vous mettre en relief dans ce domaine-là pour apporter des solutions en urgence à ces problèmes qui existent dans le secteur éducatif? Moi, je vous ai parlé de la régionalisation, vous m'avez dit on en parlait après. Non, non, parce que vous savez, tout se tient. L'éducation, la santé. Aujourd'hui, j'ai fait le tour du Gabon. Il faut donner au Gabon la possibilité d'adapter son système éducatif aux réalités du terrain. Regardez aujourd'hui, monsieur, c'est encore une sorte d'hypocrisie. Nous n'avons pas besoin de construire des écoles à Libreville alors que l'intérieur est vide. Vous savez? Donc il faut amener le développement à l'intérieur. Il faut construire les écoles à l'intérieur pour que Libreville se vide. On n'a pas besoin de construire un Libreville 2. Nous avons des espaces à l'intérieur du pays. Et si les populations sont fixées à l'intérieur du pays, effectivement, si on arrive à mettre l'école, l'hôpital, le marché, les nouvelles technologies de l'information... Politique de décentralisation. Oui, décentralisation, oui. Je pensais que vous parliez d'autre chose. Oui, non, non. Si on arrive... Mais moi, ce n'est pas la décentralisation comme ça théorique. Parce que la décentralisation, elle est surtout administrative, sur le plan administratif, le transfert de compétences de l'administration centrale vers les collectivités locales. Mais là, vous voulez qu'il y ait une harmonisation pour ce qui est du système éducatif, notamment pour des infrastructures d'accueil, c'est bien ça, des élèves. Les différents bassins pédagogiques, les cartes scolaires harmonisées sur l'ensemble du territoire. Oui, nous avons à cause de la politique, bien sûr, déstructuré notre carte scolaire. Nous avons déstructuré notre carte scolaire. C'est pour ça que je vous dis, excusez-moi de prendre toujours des exemples sur chez moi. J'ai dit Bandi, qui est le village de ma mère, je crois de mon père aussi. Il y a 2 écoles. Une école qui a été construite et dans laquelle ma mère a fait ses études. Ma mère, elle a 89 ans, elle a appris à cette école. Et il y a une école qui vient d'être construite il y a peut-être une dizaine d'années. Celle-là, la première, elle est là, elle a 3 salles de classe, mais en tout cas, elle est en train de pourrir. Et l'autre qui a 3 salles de classe, bon, les enfants y vont. Dites-moi, monsieur, une école avec 3 salles de classe, ça veut dire qu'il y a 2 niveaux qui sont logés dans une même classe. Mais pourquoi on n'amène pas le niveau inférieur, par exemple, ou certains niveaux, dans l'école ancienne et on la restaure? On ferait 6 salles de classe, on ferait 6 enseignants, mais nous n'avons pas assez d'enseignants, monsieur. Aujourd'hui, les enseignants, combien sont titulaires d'un poste budgétaire? Les pauvres enseignants, ils sont encore aujourd'hui pour la plupart en pré-salaire. Donc il y a tout un arsenal de mesures à prendre au niveau de l'éducation nationale. Monsieur, regardez l'école privée laïque, regardez l'école conventionnée, regardez les lycées privés français, regardez. Mais on forme quel Gabonais, monsieur? Il faut vraiment avoir le courage, prendre le courage, dire que c'est un désordre, mais peut-être un désordre entretenu. Les enfants des riches vont apprendre dans les écoles conventionnées et dans les lycées privés français parce que justement les écoles privées, les écoles publiques sont exposées à la grève des enseignants qui sont mal payés, des enseignants qui sont mal logés. Comment expliquer qu'avant ça se passait plutôt bien depuis le début des années 60 jusqu'en 1990? Il y avait quand même un système éducatif performant qui a formé plusieurs cadres, que ce soit dans le public comme dans les établissements confessionnels ou privés même. Comment expliquer qu'avant ça se passait plutôt bien? Je suis en train de dénoncer ce qui s'est passé. Avant, il n'y avait que l'école conventionnée, l'école privée conventionnée catholique, messieurs Saint-Gabriel Valmarie, et récemment les protestants, et puis il y avait l'école publique. Combien d'écoles privées vous aviez à cette époque-là? Les gens étaient bien formés, les enseignants étaient consciencieux. Aujourd'hui, monsieur, il n'y avait pas de cours de rattrapage. Aujourd'hui, monsieur, pour arrondir les fins de mois, les professeurs sont obligés de faire des cours, peut-être pas bâclés, qu'ils m'en excusent, mais ils font après des cours de rattrapage. Et ce sont les mêmes professeurs qui vont dans les collèges privés. Je dis, moi, je n'accepterai plus qu'un fonctionnaire aille faire des cours dans les lycées privés. Si vous avez créé des lycées privés,
embauchez vos enseignants. Et il y a une solution peut-être, pourquoi pas. Recruter les enseignants là où ils existent. À notre époque, tous les enseignants n'étaient pas gabonais. On faisait venir, l'État signait bien sûr une sorte de convention avec les États voisins, les États de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des choses qui marchaient, vous avez raison. Il y a des choses qui marchaient. Mais il faut les reprendre simplement. Alors que pensez-vous, Stéphane Germain Iloko Bousengue, en tant que candidat à l'élection présidentielle, toujours dans le volet de l'éducation, de l'orientation? On a organisé il y a quelques semaines, je pense, la 2e ou 3e édition du Salon national de l'orientation consacré aux élèves du secondaire, notamment ceux qui sont en classe de terminale. Quel type de filière faut-il mettre en avant aujourd'hui dans notre pays pour permettre à ce que ces élèves qui sortent de la classe de terminale et qui vont dans le supérieur puissent avoir des débouchés au sortir de leur formation académique? Mais ça part de l'école primaire. Par l'école primaire, vous savez, aujourd'hui, l'expérience a démontré que plus on est spécialisé, mieux ça vaut. Vous savez, l'enseignement général, du moins pour ce qui est du Gabon, a servi à produire beaucoup de chômeurs. Donc il faut adapter la formation aux besoins du marché. Il faut mettre effectivement une adéquation formation-emploi, mais ça doit aller depuis le primaire. Ça doit aller depuis le primaire. Il faut qu'on arrive à déceler les talents. Moi, je vois des gens nous parler des écoles d'excellence. Mais quels sont les critères? L'école du Prytanée militaire, messieurs. Si vous parlez d'excellence au Prytanée militaire, les élèves sont logés au Prytanée militaire. Les élèves sont suivis au Prytanée militaire. Et on exige pour passer 12 de moyenne. Ils sont dans des conditions absolument, j'allais dire, propices pour leur permettre de... Ça veut dire quoi? Qu'il faut transposer ce modèle-là dans le système éducatif national, dans le public par exemple, c'est ça? Monsieur, je pars de Mimongo parce que je passe en seconde C. Seconde C, c'était pas n'importe quoi à l'époque. J'étais seul en seconde C, qui allait en seconde C. Et Mara Abila, paix à son âme, décide que toutes les secondes scientifiques C doivent être logées au lycée Léomba. Point à la ligne. Et vous partez de Mimongo. Vous n'avez jamais connu Libreville. Vous ne connaissez même pas le taxi. Vous venez à Libreville pour faire la seconde C, monsieur, au lycée Léomba, avec des petits blancs. À votre époque, c'était valable. J'arrive à Libreville, Oui. monsieur, chez mon grand-oncle. Mais il a 2 femmes, il a des enfants. J'ai pas de logement. Il me met dans le... C'est pas méchant, mais c'est là où il y avait la chambre. Dans le bistrot, parce qu'il y avait 2 chambres dans le bistrot. Monsieur, au PK5, musique jusqu'à 3 h du matin. Comment on pouvait réussir? Monsieur, je dois aller passer un devoir de mathématiques au lycée national Léomba. Je dois prendre le taxi, monsieur. À l'époque, le taxi, c'était 100 francs. Vous cherchez 100 francs, vous n'avez pas de taxi, monsieur. Mais vous devez passer l'épreuve de maths. Vous dormez pratiquement dans un bruit infernal. Vous n'êtes pas concentré. Vous ne pouvez même pas vous ne pouvez pas étudier la nuit. Et vous voulez être excellent. Vous voulez être excellent. Non, monsieur. On est obligé de vous rétrograder. Vous n'êtes pas... Beaucoup de Gabonais aujourd'hui, par le fait de cette forme d'orientation, beaucoup de Gabonais n'ont pas pu faire ce qu'ils auraient souhaité Vous faire. proposez Moi, quoi, si je n'étais pas... une fois élu, si vous êtes président, justement, pour faire en sorte que l'école publique gabonaise soit une école excellente, vous proposez quoi? Ben, d'abord, il y a des efforts à faire. Il faut former des enseignants. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas assez d'enseignants. Il faut recruter des enseignants sur la base peut-être des relations ou des conventions que nous pouvons établir avec les pays voisins. Il faut aussi, surtout, régler la question des salles pléthoriques, des effectifs pléthoriques. Mais cette solution, ce n'est pas forcément en construisant les salles de classe à Libreville. Cette question, c'est bien sûr en permettant de désengorger Libreville. Vous avez des enfants qui doivent aller à l'école, monsieur, en taxi. Et là, il y a un système de transport non scolaire, mais privé, qui coûte excessivement cher. Donc, il y a un certain nombre de mesures à prendre pour permettre justement à l'école publique de répondre aux attentes des Gabonaises et des Gabonais. Mais attention, l'école publique, c'est la République. Et donc, l'école publique doit être forcément accessible. Je n'ai pas dit cadeau, accessible à tout le monde. Il y a un lien entre le secondaire et le supérieur. Quel est
regard, quel est le regard parfois prospectif, évidemment, du candidat que vous êtes à l'élection présidentielle en ce qui concerne l'université, l'enseignement supérieur au Gabon? L'université Omar Bongo ne tient plus la route parce que les structures d'accueil sont absolument dépassées et le corps enseignant, bien sûr, a du mal à tenir les deux bouts. Donc c'est toujours le même problème. Il faut régler la question de la ressource humaine, il faut régler la question, bien sûr, des infrastructures. L'université Omar Bongo ne peut pas contenir aujourd'hui la faculté de droit, la faculté des sciences économiques, la faculté des lettres. Ce n'est plus possible, la faculté. Donc il faut arriver à faire en sorte que là où nous sommes là, que nous laissions par exemple la faculté de droit, et puis que nous créons un autre campus. Mais monsieur, c'est très vicieux. C'est très vicieux parce que l'État a démissionné. L'État accorde paye les bourses, paye les cours de nos fils, de nos enfants dans les établissements privés. Mais cet argent, on peut l'utiliser pour construire. Et les professeurs qui vont enseigner dans les établissements privés, ce sont les professeurs qui sont payés par le contribuable. Ils sont donc doublement payés. Ils sont payés par l'État gabonais et ils se font payer dans les cours privés. Je trouve que c'est pas juste. Est-ce qu'on peut penser qu'une fois élu, le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui fera de la question de l'enseignement supérieur au Gabon une de ses priorités, vu l'urgence du moment? Mais vous savez que l'enseignement, l'éducation et la formation constituent pour moi l'une des priorités des priorités. Et c'est pour ça que dans nos 3 piliers, il y a la sécurité. Lorsque vous voyez la sécurité, les gens pensent que la sécurité, ce sont les policiers et les militaires. La sécurité, c'est être bien formé. Parce qu'un médecin qui n'est pas bien formé, monsieur, il fait de la catastrophe. C'est de la catastrophe. Moi, vous savez, j'étais en spécialité, c'est docteur Massandé, je peux le citer. Il m'a demandé de faire une hernie. Et donc je suis allé au bloc et j'ai fait la hernie. J'ai fait l'incision, je suis descendu, je n'ai pas reconnu la veine fémorale. Je n'ai pas reconnu la veine fémorale. Le docteur Massandé me suit actuellement, c'est mon grand frère maître. Il ne m'a pas engueulé. Il m'a dit, laisse, attends. Vous savez, donc la formation, si vous n'êtes pas bien formé, si j'avais fait péter cette veine fémorale, monsieur, comment j'allais faire? C'est de la chirurgie vasculaire. Donc il faut que les gens soient bien formés. Et si vous êtes bien formé, monsieur, que ce soit chez vous, dans le domaine de la presse, que ce soit ailleurs, dans le domaine, regardez la chaussée. Si nous n'avons pas de bons ingénieurs, nous n'aurons pas de bonnes routes, nous n'aurons pas de bonnes maisons. Si nous n'avons pas de bons aviateurs, de bons pilotes, nous allons faire des accidents tous les jours. Donc la formation, monsieur, c'est essentiel. Alors, quand vous dites, pour ce qui est par exemple, là, on est dans le domaine de la formation, on fait le lien entre l'éducation au secondaire et l'enseignement supérieur. Quand vous dites qu'il faut par exemple construire 2000 salles de classe par an sur l'ensemble du territoire. Sur 7 ans, oui. Qu'il faut construire 9 universités, donc j'imagine une université par province, qu'il faut construire 2000 campus, je pense, à proximité de ces universités-là. Est-ce que vous avez une idée précise de comment est-ce que vous allez financer tous ces projets prioritaires? Monsieur, pour que ça ne soit pas un simple catalogue de bonnes intentions. Monsieur, j'ai 7 ans de budget. J'ai 7 années de budget. Le budget du Gabon aujourd'hui, ce chiffre à peu près, on va mettre à 3 000 milliards. 3 000 milliards. Moi, je pense qu'il faut amener le budget du Gabon à 5 000 milliards. Et si vous mettez le budget du Gabon à 5 000 milliards, vous multipliez par 7, ça fait 35 000 milliards. Si vous ne faites pas dans comment dirais-je, tout ce qui est maquette, tout ce qui est impression, donner l'impression qu'on fait quelque chose. Si on est sérieux, si on est rigoureux, si on aime son pays, si on est patriote, 35 000 milliards, monsieur. Ce n'est pas 350 francs CFA. Et avec 35 000 milliards et des gens sérieux, le Gabon décolle, monsieur. Et c'est pour ça que je souhaite, mais je le pense vraiment, rester 7 ans avec 35 000 milliards. 35 000 milliards, monsieur. Nous avons les mines, nous avons le pétrole, nous avons le bois.
une économie bien articulée et diversifiée, monsieur. Une lutte conséquente, rigoureuse contre la corruption, monsieur. Mais une gestion saine, propre, des ressources de l'État, monsieur. Des gens qui préfèrent construire des bâtiments qu'ils mettent en location. Et donc, c'est l'argent qui sort d'ici et qui rentre par là. Les gens créent la mafia. J'ai vu mon frère Toutoumaï, je ne connais pas les chiffres, il dit qu'on dépense des milliards pour loger les gens. Des milliards. Mais ces milliards-là, on peut construire des bâtiments pour que l'État soit propriétaire des bâtiments. Et donc, 3 ans ou 4 ans après, on ne va plus dépenser ces milliards. Ou même si on a dépensé ces milliards pour les 7 années, celui qui arrivera après n'aura plus besoin de dépenser ces milliards. Nous ne sommes pas sérieux, monsieur. Nous n'avons pas été sérieux. Et si nous pouvons changer, changeons, monsieur. Donc, depuis le 30 août, le constat vous a permis de voir qu'on n'était pas sérieux. Non, depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Nous ne sommes pas sérieux. La discipline et l'apanage du bon militant. Ne fais pas, on risque de te tuer. C'est ça, on intimide les gens, on impressionne les gens. Et puis tout compte fait, on te dit... Donc le coup d'État, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Du 30 août laissez-moi terminer. Vous a libéré. Monsieur, laissez-moi terminer. Allez-y. En Massango, on dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne faites pas ça parce que vous avez des gens derrière vous, vous avez vos enfants, vous avez votre famille. Si vous traversez le feu, vous allez brûler la queue, faire brûler la queue. Donc, on vous dit ça au Gabon tous les jours. Et même nous, pour être candidat à l'élection présidentielle, on a dû braver ce genre de pratique. On m'a dit, on va te tuer. Docteur Stéphane Germain Iloko Bousengue, on va ouvrir le volet social de cet entretien. Le social, on va commencer par la santé. Évidemment, c'est votre environnement, c'est votre domaine, puisque vous êtes médecin. Qu'est-ce que le candidat Stéphane Germain Iloko Bousengue à l'élection présidentielle a prévu comme plan de relance du secteur santé au Gabon? Mais pourquoi vous parlez de plan de relance? La santé, il faut faire l'état des lieux. Et il faut imposer à la santé la norme. Moi, j'étais inspecteur général de la santé, je pense. C'est moi qui ai pu mettre en place la première norme en République gabonaise. Je ne le dis pas pour me faire valoir. Je le dis parce que c'est la vérité. La norme, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour que le centre médical de Mimongo s'appelle hôpital départemental? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour que l'hôpital de Mouila s'appelle centre hospitalier régional? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour que le CHUL de Libreville s'appelle centre hospitalier universitaire? C'est la norme, monsieur. C'est la norme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que désormais on vous évacue en France et pas au Maroc? C'est la norme, monsieur. Donc il faut que les choses soient... La norme doit être notre brevière. Nous ne sommes pas dans l'exclusion. Ici, au Gabon, on a la médecine préventive et on a la médecine curative. Nous faisons plus dans le spectacle. Nous construisons des hôpitaux dans lesquels on n'a presque rien du tout. Nous construisons des hôpitaux sans tenir compte du nombre de médecins qu'il faut dans un hôpital, du nombre d'infirmiers qu'il faut dans un hôpital, du nombre de lits. Nous faisons, à la limite, c'est dommage de le dire, mais on essaie d'impressionner les gens. En fait, on veut bien passer aux yeux des électeurs, mais les électeurs, ils sont là pour un temps. Après, ce ne sont plus des électeurs, ce sont des compatriotes qui doivent profiter, bien sûr, des retombées de leur pays. Monsieur. Alors, est-ce que le problème, après le constat qui est fait, ne réside pas dans le fait qu'il y a comme une forme d'absence de planification? Ce n'est pas propre au secteur santé. On a évoqué tout à l'heure l'éducation, la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Est-ce que le problème n'est pas lié justement à une forme d'absence de planification tenant compte de ces réalités disséminées à travers le territoire? Parce qu'il faut un ensemble, il y a une transversalité finalement. Pour qu'il y ait une structure sanitaire à Mimongo de qualité, il faut également qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'électricité, de l'eau, il faut qu'il y ait la route. Non, mais le problème que vous évoquez, il trouve sa solution, sa réponse dans le comportement des gouvernants. Si vous avez un président
qui s'entoure de ses amis et de sa famille, bien sûr, la conséquence, c'est là. Comment vous pouvez avoir un ministre qui est en master, un ministre de la République, il est étudiant. Comment vous pouvez, qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur qui étudie le soir fasse demain dans la journée? Il est étudiant. Qu'est-ce que vous voulez faire lorsqu'un ministre, je ne sais pas, moi je vais pas être désagréable, je suis candidat à une élection présidentielle, il ne faut pas aussi que je mécontente tout le monde. Il ne faut pas que je mécontente tout le monde. Le Gabon est l'un des pays, mais formidable. Nous avons des bons textes. Nous avons des bons textes. Nous avons même de très bons cadres. Mais nous avons des dirigeants, jusqu'à présent, nous avons eu des dirigeants qu'on ne peut pas qualifier. Qu'on ne peut pas qualifier. Alors, vous prévoyez également de tripler le budget annuel de l'Office pharmaceutique national pour l'achat des médicaments. Cette question, ce problème d'absence de médicaments dans les structures sanitaires, notamment les structures publiques, se pose avec acuité. Je vous vois sourire, faire un sourire en coin. Vous connaissez exactement de quoi il s'agit. Comment expliquer que le médicament, on n'ait pas de médicaments dans les structures publiques? Monsieur, excusez-moi, j'étais conseiller du ministre de la Santé, chargé du médicament, du laboratoire et de la surveillance épidémiologique. Donc ces questions, c'est pourquoi vous me voyez sourire. Monsieur, il faut au moins 8 mois entre le jour où vous faites la commande du médicament et le jour où on vous livre le médicament. Il faut au moins 8 mois. Ça veut dire que lorsque le médicament arrive à Libreville et lorsqu'il faut le sortir du port pour le mettre dans les rayons à l'OPN, vous avez 1 an. Vous avez 1 an. Et nous avons suggéré qu'il fallait mettre, d'abord, non pas seulement tripler le budget, ça c'est notre débat, mais de rendre disponible le budget, même si c'est le budget actuel, sur 3 ans. Parce que ça vous permet de commander les médicaments, d'attendre en gros 1 an pour que ces médicaments soient livrés. Et lorsque les médicaments sont livrés, vous avez au moins 2-3 années sans rupture. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça a suivi? Je ne sais pas. La deuxième chose, combien de tonnes de médicaments a besoin le Gabon? C'est là où votre question arrive. Voilà, Attendez, monsieur, excusez-moi. C'est là où votre question arrive. Vous parlez de déficit de médicaments, mais le déficit, il peut être un déficit lié au choix. Peut être un déficit lié au choix. C'est-à-dire qu'on a choisi de prendre les antipaludiques. Par exemple, on a choisi de prendre, par exemple, les vermifuges, des choses comme ça. C'est des choix. Mais ça, c'est des choix en fonction de celui qui décide, celui qui donne l'argent. Donc, ça aussi, il faut que le ministre de la Santé, est-ce que c'est lui seul qui décide? Est-ce que c'est... Je ne sais pas qui décide. En tout cas, je n'ai jamais été ministre de la Santé. Est-ce que les cadres du ministère de la Santé font exactement leur travail? Monsieur Rotimbo, citez ce nom, monsieur. Monsieur Rotimbo est secrétaire général du ministère de la Santé. Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'appelle monsieur Rotimbo. Monsieur Rotimbo, oui, est-ce que je peux vous rencontrer? Pourquoi vous voulez me rencontrer? Mais je vais vous rencontrer parce que je suis candidat à l'élection présidentielle. Je veux savoir quels sont les problèmes qui peuvent être résolus par un futur président. Monsieur Rotimbo m'a envoyé me balader. Non, mais je ne peux... Secrétaire général du ministère de la Santé. Et je le cite pour qu'il sache qu'il n'est pas un bon Gabonais. C'est un ami, mais il n'est pas un bon Gabonais. Il me renvoie chez le docteur Ngomo. Mais il faut voir avec le docteur... Mais je lui dis, monsieur, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas s'il le sait. Vous avez besoin, en tant que candidat, d'avoir des informations de la part de l'administration publique dans le secteur de la santé. S'il vous plaît. Oui. J'ai besoin des informations. Ce n'est pas pour détruire la politique de la santé. Ce n'est pas pour mettre le ministre de la Santé à dos. C'est pour proposer des solutions. Est-ce qu'il y a une forme de mafia autour du médicament dans les structures hospitalières publiques au Gabon? Ça, c'est méchant. Je n'accepte pas, monsieur. Je n'accepte pas, monsieur. Où vous m'avez amené ici pour dire des choses telles qu'elles se présentent, je ne peux pas affirmer ça. Je ne peux pas affirmer ça. Non, j'ai posé la question, je n'ai rien affirmé. Non, oui, je vous demande. Je ne peux pas répondre. Ben voilà. Je ne peux pas répondre. Vous savez, moi j'ai été chef de centre médical. Oui. Donc je connais le problème du médicament, monsieur.
les choix des médicaments, le choix des médicaments. J'ai dit à l'époque au directeur de l'OPN, j'ai dit les maladies qui sont à Coco Beach, au bord de la mer, ne sont pas forcément les mêmes qu'à Mounana, là où, bien sûr, il y a la radioactivité. Donc, il y a un effort à faire. Nous ne sommes pas sérieux, monsieur. Nous devons chaque jour avoir un registre des consultations, à la fin du trimestre, à la fin du semestre, à la fin de l'année, monsieur, dire quelles sont les pathologies les plus fréquentes chez moi à Mimongo ou chez vous à Mayumba, monsieur, et donner les médicaments en fonction de ces résultats. Je ne sais pas, est-ce que ces rapports sont exploités? Parce que normalement, tous les médecins font des rapports. Et monsieur, je vais terminer. Les CHU n'ont rien à foutre, ils n'ont rien à foutre à respecter cette exigence. C'est-à-dire que le directeur régional de santé de Libreville-Ovendo, c'est lui le patron de la santé dans Libreville-Ovendo. Mais le directeur du CHU de Libreville, de CHUL, le directeur du CHU d'Ovendo, le directeur du CHU Jeanne Ebori, mère-enfant, n'ont rien à foutre. Ils n'ont même pas de respect pour ce monsieur. Alors que monsieur, tous ces responsables de structures, fut-elles des structures de première catégorie, devaient donner ces informations à l'inspecteur, au directeur régional de santé. Monsieur, plus grave, le ministère de la Défense n'a rien à foutre avec le ministère de la Santé. C'est-à-dire que moi, j'étais inspecteur général de la santé, monsieur. Je suis allé à l'hôpital de Mélène parce que le patron de la santé au Gabon, c'est le ministère de la Santé. L'hôpital des armées? Bien sûr. Je suis allé pour dire, je vais vous inspecter. On m'a dit, vous ne venez pas ici, on n'inspecte pas. Mais le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, sa première vocation, ce n'est pas de soigner les Gabonais. Et donc la politique nationale de la santé, elle est gérée par le ministère de la Santé. Mais si, bien sûr, le ministère de la Santé a été sevré d'un certain nombre de pans qui lui reviennent normalement de droit, regardez, monsieur, la Gaza. Mais la Gaza n'a rien à foutre au ministère de l'Agriculture. Parce que, monsieur, tout ce qui est dans l'assiette ne relève plus de l'agriculture. C'est un médicament, la nourriture. C'est le même médicament, l'eau. Donc, vous comprenez, monsieur, la santé, je peux en parler. Avec passion, d'ailleurs. Docteur Stéphane Germain Lokoboussengi, vous avez également dans votre projet de société un autre pan lié cette fois-ci à l'emploi, évidemment. Vous prévoyez de créer 2000 emplois annuels pour les jeunes. Comment allez-vous procéder? Vous savez, il y a des choses qui sont classiques. Il y a des choses qui sont classiques. Là, le chômage, vous savez vous-même que le chômage des jeunes est pour tous les gouvernements du monde une question très préoccupante. Elle est très préoccupante. Et je crois que notre pays a la chance de disposer, bien sûr, des niches d'emploi qui sont peut-être inexploités ou qui sont mal exploités. Si j'arrive au pouvoir, mais écoutez, je vais déjà avoir l'éventail de nos possibilités et surtout faire en sorte que nous gabonisons. Parce que, écoutez, aller à Hancock, ce sont des expatriés qui travaillent là-bas. On dit 10 000 emplois, il y a peut-être 1000 Gabonais qui travaillent, mais ce n'est pas pour faire de la contre-publicité. Non, c'est pour dire ce qui se passe. D'accord. Hancock, c'est l'existant. Vous parlez de plusieurs niches. Quelles sont les niches que vous avez identifiées? Nous sommes un pays minier, monsieur. D'accord. Oui. Nous sommes un pays agricole, monsieur. On ne peut pas un pays agricole. Il faut il faut faire du Gabon un pays agricole avec autant d'argent que nous mettons dans l'alimentation, le poulet. Là, on vient de payer 1000 bœufs, j'espère. Mais le poisson, mais la banane, mais ça vient de la tomate. Il faut qu'on arrive à produire. Il faut que nous arrivions à créer, à nous positionner dans une structure, dans un environnement d'autosuffisance alimentaire. Mais si vous faites développer l'agriculture, vous allez créer des emplois. Mais les emplois, il y a ceux qui sont à la fin du cycle de formation, des diplômés donc, et ceux qui sont donc diplômés au chômage et ceux qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de diplôme. Quel type d'emploi allez-vous pouvoir identifier et comment allez-vous procéder pour ce type justement de cas entre les diplômés qui sont au chômage, donc qui sont inactifs,
et ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation? Mais pourtant, vous avez la réponse. Ceux qui n'ont pas de formation doivent être formés. Les diplômés qui n'ont pas d'emploi, il faut les réorienter ou les façonner. Ce sont des questions simples lorsque la volonté politique se manifeste. Est-ce que vous avez des secteurs à prioriser, justement? Ben, bien sûr, nous sommes un pays minier. Il faut que notre secteur minier soit entièrement placé entre les mains des Gabonais. Nous avons le secteur, regardez le secteur agro-industriel, pour ne parler que de ce secteur, qui est vide au Gabon. Nous avons l'agriculture, l'élevage, nous avons la pisciculture. Ce secteur-là, il faut créer c'est des niches d'emploi. Regardez le transport en commun. Mais si le transport en commun est aujourd'hui occupé par plus de 90% d'expatriés, c'est une niche d'emploi. Quelle solution pour le transport public? La société gabonaise de transport Sogatra peine à être une société viable quasiment depuis sa création. C'est devenu un boulet d'ailleurs pour tous les différents gouvernements qui se sont succédés depuis là. Mais pourquoi Sogatra a des problèmes? Parce que, monsieur, arrêtons de tomber à pieds joints sur des questions. Regardons Sogatra. Sogatra a été créé dans quel contexte et comment Sogatra fonctionne. Mais le Gabon, monsieur, Sogatra, c'est Air Gabon. Qu'est-ce qu'on a fait Air Gabon? Air Gabon, c'est des compatriotes qui allaient puiser leur bonheur, leur joie dans les caisses de Air Gabon, et Air Gabon a fermé. Sogatra, c'est la même chose. Si on ne renouvelle pas le parc, si on n'entretient pas les engins, les véhicules, si on passe du temps à utiliser ces véhicules sans les payer, comment voulez-vous qu'une société soit prospère? Et depuis 3 ou 4 ans, on a décidé de transporter des gens gratuitement. Ce ne sont même pas des Gabonais qu'on transporte gratuitement. Les Gabonais ne sont pas à 30% qui sont transportés par cette société de transport. Mais pourquoi on met un transport en commun pour transporter des expatriés? Pourquoi? Et puis, monsieur, on peut dire que nous sommes désormais une très grande ville, pour ne pas parler de métropole. Pourquoi on ne peut pas faciliter, comme chez les autres, un transport urbain, un transport en commun? Mais nous proposons de mettre en place 2 lignes de tramway, une qui part de Ntoum au PK0 de Libreville, une qui part du Cap Estérias à Ovendo. Vous allez décongestionner nos routes. Vous allez rendre même les gens plus mobiles et toujours souvent présents à leur lieu de travail. Docteur Stéphane Germain Lokoboussengui, pour ce qui est de l'énergie, vous prévoyez de construire 4 centrales thermiques électriques. Il y a des projets qui avaient été initiés par le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, la construction de certaines infrastructures énergétiques à Fédeux, notamment à Midik dans le Welentem, mais également dans Tsamba Magoti. Malheureusement, ces projets n'ont jamais vu le jour. Quelle est votre vision par rapport justement à cette question d'actualité en rapport avec l'énergie? Nous avons la chance et nous ne voulons pas saisir notre chance. Nous avons de la chance parce que nous avons la possibilité de produire une énergie propre. Nous avons la mer, combien de kilomètres de côte. Nous avons bien sûr les rivières avec les chutes. Regardez les chutes de l'impératrice Eugénie. Regardez bien sûr, vous parlez du projet. Pourquoi on ne construit pas si les projets sont correctement montés? Parce que tous les gouvernements qui ont précédé le gouvernement de transition, c'était des gouvernements, j'allais dire, des gens qui trompaient le peuple. En fait, ils montaient des projets pour se mettre de l'argent dans la poche. Et lorsqu'ils avaient obtenu cet argent, ils laissaient tomber le projet. Ils appelaient ça, ils organisaient des frappes. C'était des gamers, c'est des joueurs aujourd'hui. Tout ce que vous voyez là, ils sont tous passibles de prison. Vous avez vu tous les projets qui ont été faits à l'époque d'Ali Bongo Ondimba avec plein d'argent. Le pont de Mayumba, monsieur. Il n'a pas le schéma initial.
n'est pas celui qui... le chemin de fer devait même passer sur ce pont-là, à l'époque. Vous voyez, vous avez ce pont, cette route qui a été surfacturée, peut-être doublement ou triplement surfacturée. D'accord, les 4 centrales... C'est déjà, vous les construisez où? Dans l'estuaire? Déjà Libreville, plutôt que de construire, pourquoi de construire un Libreville 2? Il faut savoir que nous avons plus de 60% de notre population qui est à Libreville. Et donc il faut résoudre cette question énergétique, monsieur. À Angondjé, je vis à Angondjé les pires moments, monsieur, parce qu'il y a des baisses de tension. Il n'y a pas de courant chez moi à Angondjé. Il n'y a pas d'eau à Angondjé, monsieur. Donc il faut, déjà, puisque nous sommes là, puisque les problèmes se posent, il faut donner à Libreville, il faut rattraper le déficit énergétique à Libreville. Mais encore une fois, il faut faire en sorte que la surpopulation de Libreville puisse trouver, dans un délai raisonnable, plutôt des zones à l'intérieur du pays, mais bien aménagées et surtout accompagnées par des structures de base, accompagnées par des structures qui produisent la richesse. Il faut faire en sorte que Libreville se dépeuple. C'est impératif. Si vous êtes élu président, allez-vous ouvrir la production et la distribution de l'eau et de l'électricité à la concurrence? Oui. Pourquoi? Mais parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, la SEG fixe les prix parce qu'elle est seule à produire l'eau et l'électricité. Demain, si vous avez 3 sociétés qui produisent l'eau et l'électricité, vous allez avoir les prix qui vont baisser, même si effectivement le coût de production est élevé. Mais la SEG, dans son modèle actuel, ne peut pas prospérer, mais ça a été fait par le gouvernement, les précédents gouvernements. La SEG aujourd'hui n'a pas le côté infrastructure, ne maîtrise pas, même si on vient nous dire aucun investissement n'a été fait, mais il n'a pas été fait au bénéfice de la SEG. Il devait être fait au bénéfice d'une structure semi-étatique ou je ne sais pas moi. Donc, non, reprenons la norme, faisons les choses comme elles se faisaient avant, si elles étaient bien faites. Et apportons une solution, un rectificatif aux choses qui, aujourd'hui, n'ont pas atteint leurs objectifs. Ayons le courage. Si Stéphane Germain Iloko Boussengi est élu président au soir du 12 avril prochain, va-t-il faire un point d'honneur à ce que l'État arrive à respecter ses engagements vis-à-vis de la SEG, par exemple, ou de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce qu'on sait que l'État, la dette de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, pour une bonne partie, est due au non-paiement, justement, de la part de l'État. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. L'État, c'est qui? L'État, c'est qui? Lorsque vous parlez d'État, vous parlez de qui? Vous parlez de vous et de moi. Si l'impôt n'est pas prélevé, ou si les gens détournent l'argent de l'État, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Si les gens à la SEG, à l'époque des Black Boys, à l'époque de la Young Team place le directeur financier de la SEG. Il place. Ça veut dire ce gars qui va aspirer, bien sûr, les finances de la SEG au bénéfice de la Young Team. Si, bien sûr, vous avez déjà ce type de comportement, innommable, mais c'est normal. C'est normal. Si vous arrivez à signer des contrats qui sont des contrats absolument budgétivores, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas été sérieux. Nous n'avons pas été des patriotes. Il faut une nouvelle mentalité. Il faut que les gens comprennent que le Gabon, l'État c'est nous. L'État, ce n'est pas l'autre, l'État, c'est nous. Et si nous avons des comportements vicieux, nous n'allons pas construire l'école, nous n'allons pas améliorer l'hôpital, nous n'allons pas faire la route, nous n'aurons pas l'eau et l'électricité. C'est ça, c'est ça. Mais ces amis-là d'hier, là, qui sont même pas pour la plupart en prison, mais ils ont chaud là-bas. S'ils avaient construit les prisons, ils ne seraient pas dans cette condition précaire. Donc, il faut aimer le pays. Il faut aimer son prochain. Et il ne faut pas penser que demain ne pointera pas à votre porte, monsieur. Sur le plan des infrastructures routières, vous prévoyez d'asphalter 1000 km de route par an, c'est bien ça? Monsieur,
Si on peut faire plus, il faut le faire. C'est une urgence, la route. Vous savez, la route permet aux populations du Gabon de se déplacer tranquillement. Monsieur, les populations du Gabon, moi j'ai fait le tour du Gabon, cette élection présidentielle. J'ai fait la pré-campagne. Je n'étais jamais allé à Omboué par voie terrestre en partant de Mandji. J'ai découvert. On ne peut pas vivre dans un pays aussi riche et avoir ce type de route. Donc c'est une priorité. On ne peut pas être dans un pays comme le nôtre et vivre encore à l'époque des bacs. Vous êtes à Omboué, vous voulez aller à Gamba, vous ne pouvez pas. Vous tournez par Mandji, vous allez se passer à Fougamou, Mouila, et vous remontez par Tchibanga. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous allez à, comment dirais-je, vous avez le district des Kobe. Non. Est-ce qu'on a aimé ce pays? Parce que je vous entends dire, le PDG a fait ceci, le PDG a fait ça. Et on est allé très vite sur cette question. Mais le PDG qui a fait ça, le PDG a fait, il était mauvais. Et vous avez continué de voter le PDG. C'est la faute de qui? Mais vous appeliez les Gabonais à voter le PDG. Mais vous refusez? Quand vous étiez porte-parole. Pourquoi vous ne refusez pas? Moi, je vous appelle. Monsieur, je vous appelle. Je dis, venez me voter. Vous dites, on ne vous vote pas, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Nous allons aller aux élections, là. Vous allez aller aux élections, là. Le PDG va demander à voter un candidat. Et nous irons voter ce candidat. Alors, on se plaint de quoi? Nous sommes tous responsables de cette situation. Je suis candidat. Je n'ai pas un bon passé. On ne me vote pas. Mais si je viens donner 5 000 francs ou un t-shirt et vous me votez, vous vous plaignez demain de moi? Vous plaignez, monsieur? Non. Le peuple mérite ses dirigeants. Il n'y a que les militants qui le dirigent. Et je vous assure que c'est une occasion qui est offerte au peuple gabonais de briser la glace. Et nous avons 8 candidats. Je ne voudrais pas citer un seul des 8 candidats, mais nous avons la possibilité de démarrer. Sur le plan social, vous prévoyez également, vous prévoyez surtout de créer une allocation chômage de 150 000 francs CFA. Comment vous allez justement soutenir et la rendre concrète, le paiement de cette allocation de 150 000 francs? Mais chômage, ça veut dire que vous êtes diplômé. C'est ça l'allocation chômage. Et donc on connaît... Et les sources de financement de cette allocation? Est-ce que? Les sources de financement de cette allocation? Je vous ai dit que j'ai 35 000 milliards. Et même là, je n'ai pas fini d'exploiter les différentes niches, monsieur. Plutôt que de demander au directeur général de Gabon Oil Company 46 millions de francs CFA pour aller faire la campagne pour le référendum, cet argent peut servir à autre chose, monsieur. Cet argent peut servir à autre chose. Plutôt que de me donner à un président de la République 270 millions de francs CFA par mois, un président de la République, 270 millions par mois, vous multipliez, en 10 mois, il a 2 milliards 700 millions. Mettez 14 ans, ce monsieur, vous multipliez par 14 ans, par 2 milliards, par 3 milliards. Regardez, monsieur, ça fait 42 milliards, 42 milliards, si je ne me trompe, pour un président de la République. Président de la République. Et il a les fonds communs, monsieur. Il n'a pas que le salaire, il a le fonds commun. Lorsque je parle du président de la République, je parle du président de l'Assemblée, je parle du président du Sénat. Là, vous êtes dans le domaine lié à la réduction du train de vie de l'État, c'est bien ça? Mais tout se tient. Le Gabon est malade, je vous ai dit. Un bon médecin pose un diagnostic, monsieur. Alors, monsieur, lorsque vous êtes malade, on fait un examen systémique. Et bien sûr, on se rapproche de la zone malade. Mais dans la situation du Gabon, c'est exactement la même chose. Le Gabon est malade. Pour ce qui est de l'armée, vous prévoyez revisiter la loi de programmation militaire pour donner plus de moyens à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais surtout également revisiter les accords de défense internationaux. Bien sûr. Écoutez, si ces accords ont été signés en 1960, comment voulez-vous que pratiquement 64 ans après, ces accords soient encore d'actualité? Je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut rompre avec la France. Si on ne doit pas me voter, qu'on ne me vote pas. Mais alors, je ne peux pas, moi, ici, dire comme ça, tout de go,
arrêtons avec la France. Non. Quels seront donc les éléments clés, les idées forces de cette refonte, réforme de ces accords de coopération Mais parce que c'est militaire? inadapté. Oui, mais que proposez-vous justement? Mais je propose, il faut que je voie les accords. Il faut que je voie les accords et je dis avec les techniciens, parce que moi je suis médecin, je ne suis pas juriste. Donc ce sont les spécialistes qui doivent dire, mais en toute sincérité, en toute honnêteté, parce que l'objectif n'est pas d'enlever quelque chose pour la faire remplacer par une autre chose qui n'est pas forcément la plus bonne. Alors il y a certains dirigeants africains qui ont pris le pari de rompre les accords officiellement de défense avec la France. Pourquoi vous... Moi, je ne romprai pas les accords avec la France. Pourquoi? Mais parce que la France est un ami traditionnel de longue date. Je dirais simplement à la France, entre amis, on doit se respecter. Nous, les Massango, nous disons Pemba na poko, ngonda regwani, momba na momba, rebdiatani. Ça veut dire que un ami respecte son ami. Vous comprenez? Un sage respecte un autre sage. D'accord? Des amis ne se marchent pas sur les pieds, monsieur. Les amis ne se manquent pas de respect. Les amis n'essaient pas de bluffer. Vous comprenez? Je suis sincère avec vous, vous êtes mon ami. Vous devez être sincère avec moi. C'est pour ça que je n'accepte pas les gens qui ne respectent pas les autres. Moi, vous ne me respectez pas, monsieur. Moi, je ne vous respecte pas. Quel est le regard du candidat que vous êtes par rapport à votre projet en ce qui concerne la diplomatie du Gabon à l'échelle internationale? Ben, écoutez, le Gabon est un grand pays, même s'il n'a que 2 millions d'habitants, et c'est un grand pays. Et je pense que le président Omar Bongo Ondimba nous a donné des éléments de fierté. Et il faut faire en sorte que ce pays se vende encore plus que par le passé, non seulement sur le plan de ses relations avec les pays voisins, mais aussi avec les pays du monde. Le Gabon a besoin de vivre en sécurité, en paix, d'abord en paix avec lui-même et en paix avec les autres nations. Nous avons besoin de tout le monde. Justement, mais sur quel élément va reposer votre vision sur le plan, dans le domaine de la diplomatie? Omar Bongo, que vous citez par exemple, s'impliquait fortement dans des questions sécuritaires, de paix, en Afrique et dans le monde. Quelle est votre vision? Elle repose sur quoi? Déjà, il ne faut pas passer outre sur la paix. Ça, c'est une chose fondamentale. Il faut être en bonne relation, en bonne, comment dirais-je, intelligence, je veux dire, avec les pays voisins, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique. Ce sont les pays de la sous-région. Ça, c'est une chose, la paix, la paix. Mais vous savez, nous sommes menacés. Le monde est menacé. Et nous avons donc à veiller à ce que notre environnement, notre univers, nous avons l'un des bassins, un poumon du monde. Donc il faut bien sûr développer cette posture qui avait déjà été initiée par les prédécesseurs. Ali Bongo Ondimba. La diplomatie verte, c'est ça? Ah oui, était un pionnier en tout cas. Mais les Gabonais ne l'ont pas compris. Peut-être certains Gabonais ne l'ont pas compris ou l'ont compris en retard. Mais je crois qu'il faut protéger le monde. Et le président Chirac disait, lorsque la maison du voisin brûle, ne pensez pas que la vôtre ne va pas brûler, donc il faut aller éteindre le feu. Nous vivons dans un monde absolument stressant. Regardez Libreville, la question du déchet. Regardez Libreville, les déchets. Moi, je suis triste, j'en parle toujours. Les déchets, les eaux usées sont déversées directement à Mintoubé, monsieur. On pollue l'écosystème aquatique. Alors, on fait le lien entre le développement durable, la préservation de l'environnement. On sait qu'aujourd'hui, le Gabon fait partie des pays leaders en Afrique sur ces questions-là. Mais en créant les 13 parcs nationaux disséminés sur 11% du territoire national, on a créé une agence, l'Agence nationale des parcs nationaux, qui se trouve dans une situation de gouvernance très difficile avec des grèves à répétition. Quelle proposition vous ferez si vous êtes élu président de la République justement pour régler ces problèmes? Monsieur, j'ai eu la chance de faire des études de top manager. Et puis j'ai un bon métier, je suis médecin. Monsieur, vous ne pouvez pas proposer une thérapie si vous n'avez pas posé le diagnostic. Et donc dans ce studio, ne me demandez pas de proposer des diagnostics, proposer des thérapies, des traitements, poser un diagnostic.
sur des questions que je n'ai pas vues au préalable. Je suis sûr que pour parler des parcs nationaux, il y a des problèmes. Pourquoi ça marchait hier? Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? On a pris des gens, toujours le copinage, toujours cette histoire de coquins et de copains. Il faut que les gens apprennent à être là par le mérite. On peut ne pas nous entendre, mais si vous êtes celui qui a le meilleur profil pour animer cette émission, monsieur, je vous prendrai. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas d'accord avec les médiocres. Je n'accepte pas la médiocrité, monsieur. Alors, il y a deux pans qui sont tout aussi importants. On va terminer par là. Le premier, c'est celui de la culture. On vous a vu depuis le début de la campagne électorale, parfois aller au contact de populations en tenue traditionnelle, esquisser des pas de danse, je pense, d'un rite initiatique de chez nous, de Bouiti, si je ne me trompe pas. Les hommes de culture au Gabon se plaignent, et ils sont nombreux. Il y a les peintres, il y a les sculpteurs, il y a les conteurs, il y a ceux qui font le cinéma. Quelle est la vision du docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui pour ce qui est de la culture s'il est élu président? D'abord, je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas sûr que je serai élu président? Je ne sais pas, c'est le peuple gabonais qui va décider. Vous n'allez pas m'élire. Je n'ai pas à m'exprimer sur la question. Oui, écoutez, je vous dis franchement, c'est l'âme du pays. C'est l'âme du pays, la culture. Et la culture, ce n'est pas danser seulement, c'est même manger, c'est même se soigner, c'est même se vêtir. La culture gabonaise. Donc, il faut donner à notre pays son image réelle. Il faut faire en sorte que le Gabon ne soit pas complexé vis-à-vis ou lorsqu'il se met en face des autres nations. Nous devons parler notre langue, monsieur. Et vous parlez votre langue à l'échelle provinciale, je veux dire propre à chaque communauté. Vous souhaitez qu'il y ait une langue nationale, une langue nationale de Bantou. Mais vous avez le français. Pourquoi vous voulez une langue dominante? D'abord, les gens ne sont pas préparés. Si vous prenez le Massango et vous en faites la langue nationale, les Massangos vont se considérer comme des super-hommes. Donc la solution, ce n'est pas de mettre une langue nationale. À partir du moment où nous avons le français, nous avons l'anglais, cherchez une langue nationale pour communiquer avec qui? Parce que si vous communiquez entre vous au quartier, ben vous pouvez... Il y a des gens qui communiquent. Moi, je peux parler à Mbapounou. Moi, je peux parler à Banjabi. Je peux parler à Nichira. Je peux parler à un Vungu. C'est normal, c'est la communauté, vous êtes du Sud. Oui, donc on n'a pas besoin forcément d'une langue nationale. Mais on a besoin que nos enfants parlent nos langues. Et d'ailleurs, le gouvernement en place nous a imposé, ce que j'ai trouvé tout à fait admirable, dans les conditions à remplir pour être candidat à l'élection présidentielle, parler sa langue. Vous parlez votre langue, vous êtes de cette langue. Non, alors est-ce que la culture se réduit à ça? Non, la culture ne se réduit pas à parler la langue, monsieur. Ouais. Je vous ai dit ce qu'est la culture. La culture, c'est ça, l'habit. Mobutu a dit, les Congolais doivent s'habiller en abako. C'est une culture. La culture se définit, mais la culture parle du repas. Qu'est-ce que vous mangez? Les feuilles de manioc, le niemboué, c'est la culture. La culture, c'est bien sûr les rites et croyances. Moi, par exemple, ben, je prie. Je demande à mes ancêtres de m'assister pendant cette période. Je vous prends une anecdote. Ma fille a été mariée. Et donc, nous avons voulu célébrer ma fille. On a donc mis des nattes. Et il y a une certaine feuille qu'on met sur les nattes. Sur ces feuilles ne marchent que des distingués, que des personnes distinguées. Alors, elle ne comprenait rien. Nous avons donc mis les nattes. J'ai dit, maman, tu vas marcher sur les nattes. Et on va mettre, tu es une reine, maman. Tu vas marcher et on va chanter. On va t'honorer, on va te... D'accord. Mais on a fait ça. Et ces sœurs qui ne comprenaient, venaient. C'est nul et non est fait au nom de Jésus. C'est de nul et de... Bah, monsieur. Mais c'est un point essentiel que vous êtes en train de soulever, justement, puisque de plus en plus aujourd'hui, il y a des traditionalistes, des défenseurs de la culture, de l'identité africaine et bantou, qui revendiquent justement ce retour aux sources. Est-ce que vous êtes en phase avec cette idée-là? Moi, le retour aux sources, pour moi, c'est d'ailleurs très valorisant.
Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vécu hier, moi? J'étais heureux d'avoir les pieds au sol, d'être habillé en sans manches, Alors, d'avoir finalement, un paille. quand vous transposez ça sur le plan politique, comment vous faites? Vous allez pour la construction des temples de Bouiti davantage dans toutes les provinces. Vous demandez aux Gabonais de s'initier à nos rites traditionnels. Comment ça va se concrétiser? D'abord, je ne suis pas d'accord avec notre constitution lorsqu'elle dit qu'elle va mettre le service militaire obligatoire pour tous les enfants. Je ne suis pas d'accord. La constitution doit dire que nous devons, par exemple, nous, chez nous, faire en sorte que les garçons soient initiés au Mwiri et que les femmes soient initiées au Niembé, par exemple. Donc moi, je suggère que les enfants Massango, les filles Massango, aillent se faire initier. D'accord, mais les autres Gabonais? Ils ont, chaque ethnie au Gabon a ses rites et traditions. Chaque ethnie. Nous, par exemple, Est-ce qu'il y aura des moyens de coercition, de contrainte pour obliger, parce qu'on est quand même dans un pays libre où les gens ont le choix. Mais monsieur, on n'a pas à vous obliger d'être vous-même. Si vous ne voulez pas vous faire initier, mais vous ne faites pas initier, sauf que chez nous, si vous n'êtes pas initié au Mwiri, vous n'avez pas accès à une réunion avec des initiés. C'est vous qui vous excluez. Ami Mongo, à l'époque, elle s'appelait comment? Je vais donner son nom. Oh putain. Bon, un homme. Un homme. Et on a organisé la cérémonie d'initiation au Mwiri. Bounéo. La personne s'appelle Bounéo. Mais les jeunes ne la connaissent pas. On a organisé la cérémonie d'initiation au Mwiri. Ce monsieur, lorsque son tour était arrivé, il s'est évadé, il a fui. Alors ce monsieur est devenu, excusez-moi, une femme. C'est-à-dire qu'il n'avait pas accès aux réunions des hommes. Vous voulez vous excuser? Excusez-moi. J'avais organisé, mon oncle était décédé. Et nous étions à Ville-Mabika. Je vais le citer, c'est le ministre Lumba. C'était le député de l'époque. Et on a fait tomber le Mwiri, on a fait descendre le Mwiri, parce que c'était un chef. C'était non seulement un chef de regroupement, mais c'était dans la communauté, c'était un patriarche, c'était mon oncle. Donc on a dit, il va être pleuré, c'est des expressions très légères, mais il va être honoré par notre mère, parce que le Mwiri c'est notre mère. Mais le ministre Dumba, qui était tout aussi ministre, qui était député, il n'a pas eu accès. Regardez son âge, il n'a pas eu accès. Et pourtant, il était ministre. Et pourtant, il est venu nous donner de l'argent. D'accord, donc vous prenez l'initiation dans nos différentes communautés ethniques afin que l'on reparte donc à la connexion, à la source, justement, pour garder cette identité qui nous est propre. Monsieur, quand vous êtes initié au Mwiri, vous êtes presque condamné à ne faire que du bien. D'accord. Et lorsque vous enfreignez à une norme, même le Mwiri vous avale. Donc c'est important, c'est une norme sociale, c'est un tribunal, ça permet aux gens d'être corrects. Mais vous ne pouvez pas faire, il y a beaucoup de cadres qui sont dans l'administration, qui sont dans les partis politiques, je ne vais citer aucun, qui sont initiés au Mwiri. Non, attention. Qui sont même membres du gouvernement. Attention, monsieur. Il y a une arnaque au Gabon. Vous ne pouvez pas être initié au Mwiri si vous êtes Bapounou. D'accord. On va terminer l'émission. Non, mais parce que c'est important ce que vous dites. On va terminer l'émission. On va terminer l'émission par le dernier point en ce qui concerne le sport. Vous aviez été international gabonais de football. Alors, le modèle qui avait été mis en place dans les années 80 et qui vous a permis, vous, à jouer au football d'élite et à jouer jusqu'à l'équipe nationale, est un modèle qui peine aujourd'hui à être reconduit. Le championnat a repris cette saison, mais il a fait quasiment une interruption de 2 ou 3 ans. Quelle est la politique du candidat Stéphane Germain Iloko-Boussengi en ce qui concerne le sport en général, pas que le football? Bon, déjà, je n'ai plus souvenance du modèle qui a été mis en place en 1980. Oui, le championnat a été financé par les entreprises. Je vais essayer de mais si les entreprises sont malades,
Si les entreprises n'ont pas d'argent, comment voulez-vous que les entreprises financent? Si l'État, au lieu d'envoyer nos femmes à l'étranger, au lieu de faire des évacuations sanitaires pour une carie dentaire, si l'État gère correctement ses ressources, pourquoi l'État ne financerait pas le championnat national? Mais c'est l'État, c'est le CTRI qui a permis la reprise de ce championnat. Vous parlez du CTRI. Je ne suis pas venu. Le gouvernement, non, je ne suis pas venu parler du CTRI. Non, mais vous savez que je suis opposé au CTRI. Je vous donne. Ne faites pas la publicité ou la campagne du CTRI. Mais c'est le constat qui est fait. S'il y a championnat aujourd'hui au Gabon, c'est parce que justement le CTRI a été à la manœuvre pour que ce championnat reprenne. Il a fait 2 ans à l'arrêt. Non, vous savez, oui. Moi j'étais dirigeant de club, j'étais footballeur et dirigeant de club. Oui. D'abord à notre époque, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Lorsque je jouais à Raponda, je pense que je ne me souviens pas à Raponda d'avoir perçu un salaire à Raponda en 80, je ne me souviens pas. En revanche, les joueurs de Sogara, de Petro, de Shell, effectivement, mais ils ne percevaient pas de salaire comme ça. Ils travaillaient dans Shell. Et donc, le salaire de Shell, ils avaient facilement accès à l'emploi, et donc Shell leur reversait un salaire sur la base du travail. Donc, j'étais moi dirigeant de sport, parce qu'après, on a mis en place, c'est une question très intéressante, le sport pour moi. On a mis en place la Coupe du Gabon, on a mis en place la Coupe de l'Indépendance. D'accord, maintenant vous proposez quoi en tant que candidat à l'élection présidentielle? Je pense qu'il faut d'abord que les Gabonais soient passionnés. Et lorsque je parle du Wellington, les gens pensent que je fais une fleur au Wellington. Moi, j'ai joué contre le Wellington en 1980 au stade Aquacam. C'est moi qui ai cassé Yakoubou, malheureusement. C'est un accident. Mais monsieur, lorsque le Gabonais sera passionné, lorsqu'il va faire les choses avec passion, mais les choses iront bien. Mais la politique du sport est définie par l'État, par le gouvernement, pas par les Gabonais. Vous, président, qu'est-ce que votre gouvernement... Je remettrai la Coupe du Gabon, monsieur. Je remettrai la Coupe du Gabon, monsieur. Et je ferai en sorte que les Gabonais se reconnaissent d'abord à travers leur équipe provinciale. Et je ferai en sorte que l'équipe nationale soit à 60% l'émanation des équipes provinciales. Parce que lorsque vous avez des Gabonais qui sont en 4e division ou en 3e division à l'étranger et qui viennent jouer pour le Gabon, est-ce qu'ils ont la même fougue, la vous même savez au moins qu'il y a vous savez au moins qu'il y a une séparation au niveau des responsabilités, des rôles entre le gouvernement et les fédérations sportives. C'est du ressort d'un sélectionneur. Mais pourquoi on sépare? C'est le gouvernement, c'est le ministre de l'Éducation. Le ministre des Sports, c'est le ministre des Sports qui est le porteur du projet du sport au Gabon. Oui, il délègue, c'est pas lui qui choisit les joueurs qui doivent être en équipe nationale. Monsieur. C'est le sélectionneur national. Monsieur, ça on a voulu le faire comme ça. C'est le ministre du sport qui rend compte au Conseil des ministres, au président de la République. C'est le ministre, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le gars de la FEGAFOOT. Il faut prendre les gens qui méritent d'être à la place qui est désormais la leur. Vous avez un président de la fédération qui veut se mettre à dos un ministre. Lui, c'est un outil. Il sert au ministre. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas le concurrent du ministre. Est-ce que ça marchait comme ça en 80? Ça ne marchait pas comme ça. On a vu les Makaya Taman, il n'était pas comme ça quand même. Il n'était pas comment? Makaya Taman? Il y a une séparation des rôles, je vous l'ai dit. Dans le ministère définit la politique nationale du sport. En ce qui concerne le pays, il définit, ne contrôle pas. La fédération, pour ce qui est des fédérations, elles reçoivent certaines subventions de la part de l'État, mais les fédérations sont également affiliées à d'autres fédérations internationales et les fédérations internationales interdisent qu'il y ait émission de politique dans le sport. C'est une vérité universelle. Donc, on va aller vers la fin de l'émission. Vous allez regarder la caméra en guise de conclusion, passer votre message, ce que vous voulez dire aux Gabonais par rapport à votre engagement à cette élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Non, je ne peux pas dire conclure sans revenir sur ce que vous avez dit. Le Gabon était l'État souverain.
Bien sûr qu'il faut tenir compte de ce qui se fait à l'international, mais la vision du Gabon doit d'abord primer, aussi bien au niveau du sport. Ça ne veut pas dire qu'il faut politiser le sport, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut une âme nationale. Et l'âme nationale ne peut pas s'accommoder à une âme internationale. Je ne sais pas, le Gabon aujourd'hui doit jouer contre la Centrafrique, c'est le Gabon. Le Gabon aujourd'hui doit jouer contre le Congo, c'est le Gabon. Les enfants du Gabon. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que le Gabon soit Gabon. Le vert, jaune, bleu, ce n'est pas le vert, jaune, rouge. Ce n'est pas la même chose. Donc le Gabon, c'est le ministère du Sport qui gère les questions de sport pour le Gabon. Mais en toute intelligence avec le gouvernement. J'ai voulu parler, bien sûr, de la régionalisation. Et bien, vous n'avez pas donné l'occasion d'en parler. Parce que vous savez, je vous ai dit que Libreville-Ovendo, Akanda, c'est déjà une province dans une province. Il faut qu'on arrive à créer une 10e province. Et je vous ai dit qu'il faut mettre en place des pôles de développement. Il faut mettre, bien sûr, le littoral avec le Grand Libreville et l'ancienne région de l'Estuaire, province de l'Estuaire. Et il faut mettre, bien sûr, un autre pôle de développement au niveau du Wellington, de Haut-Ogooué et de Logoué-Ivindo. Et mettre, bien sûr, un 3e pôle de développement au niveau de l'Angounier, du Moyen-Ogoué, de la Nyanga et de l'Ogoué maritime. Et je pense qu'il faut mettre des présidents des régions. Il faut donner à ces gens-là, il ne faut pas mettre des gouverneurs qui ont un rôle administratif. Il faut mettre des gens qui sont là pour le développement local. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut la santé, il faut l'éducation, il faut la route. Les questions vraiment essentielles qui peuvent être gérées au niveau local. Et vous avez parlé de la décentralisation. On en a parlé dans le détail. Votre conclusion? Mais ma conclusion, c'est presque celle-là. Je dis au peuple gabonais aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix entre ce que je dis, moi, d'abord en tant que médecin, qui a fait un constat, et ce que mes collègues, mes adversaires, si on peut les appeler comme ça, proposent. Moi, je vous propose un Gabon décomplexé. Je vous propose un Gabon à l'abri de la peur. Je vous propose un Gabon sécurisé. Je vous propose un Gabon prospère. Et je vous propose un Gabon où la dignité va être notre pain quotidien. Vous avez le choix. Vous avez le choix, comme d'habitude, d'aller prendre les 5 000 francs et voter celui qui présente les 5 000. Moi, je vous propose de prendre ces 5 000, de les manger et regarder quand même pour une fois le projet de société. Parce qu'on n'a pas beaucoup privilégié le projet de société dans les élections présidentielles précédentes. Aujourd'hui, c'est une chance. Chacun de nous viendra défendre son projet de société. Mon projet n'est pas un projet définitif parce qu'il doit être fécondé par vos critiques, il doit être fécondé par vos avis, il doit être fécondé par vos analyses. Et donc, sur ces mots-là, je vous dis merci pour le temps que vous venez de passer à regarder ce que j'ai proposé. Et je suis tout à fait à votre disposition pendant cette semaine d'enrichir mon programme. Et encore une fois, je ne suis pas un ping, je ne serai pas un ping, je ne serai pas un Ondosa, je ne serai pas un André Baobam, je ne serai pas un Mba Bessolo, je suis le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui. Si parmi les 8, un sort du lot, s'il a gagné, de toute façon, celui qui aura gagné, je ne ferai pas des sittings, je ne casserai pas l'Assemblée, je ne brûlerai rien du tout, parce que vous savez, tout ce que nous faisons répond à la volonté de Dieu. Chacun de nous a une destinée. Et moi, j'ai la mienne. J'espère que c'est moi qui serai président de la République le 12 avril 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Stéphane Germain Iloko Boussengui, candidat à l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pendant plus d'1 heure et demie. Vous avez donc mis le marqueur sur les principales articulations en allant parfois dans le détail de ces différentes propositions que vous faites pour remettre le Gabon en ordre de marche. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce programme présidentiel 2025. La parole au candidat. Ainsi